Ce programme vous est proposé par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre chemin vers le succès à travers des exemples parlants et palpants de jeunes Camerounais à l'audace intéressante, mais également des portraits inédits de personnalités au parcours inspirant. Ce soir, Carrière met en lumière une qualité qui aura permis à l'un des plus hauts sommets de l'intelligentsia camerounaise de réussir dans son parcours. S'il n'avait pas eu la chance de retrouver son billet d'avion dans la poubelle au centre-ville, peut-être ne serait-il jamais devenu l'un des plus hauts sommets de cette intelligentsia, le tout premier professeur titulaire des universités en microbiologie dans notre pays. Le professeur François-Xavier Etoy se dévoile en success story de Carrière, un portrait que je vous recommande d'ailleurs à retrouver. Mais tout de suite, voici le sommaire de Carrière. Au sommet de Carrière. Découvrez le challenge des cracks, une compétition inter-école qui réunit les meilleurs élèves des écoles primaires de Yaoundé dans la rubrique Entreprendre. En success story, Le professeur François-Xavier Etoy, premier professeur titulaire des universités en microbiologie, ancien recteur de l'université de Douala et secrétaire exécutif de l'Académie des sciences du Cameroun, se confie sans filtre sur son parcours et sa trajectoire. enfin dans le coaching du mois, Rose Simone Manguelet dit comment éviter le piège du surendettement quand on est entrepreneur. Ouvrons cette édition de Carrière en repartant sur les bancs de l'école primaire. C'est pour une compétition particulière qui réunit chaque année les meilleurs élèves dans les disciplines que sont les mathématiques, le français, l'anglais. Quand on dit discipline, si je vous dis dictée ou encore calcul rapide, pour ceux des années 60, 70, 80, 90, ça vous rappelle une belle pelle, notamment ce qui se passait à l'école. Eh bien, c'est ce que tente de faire revivre l'association EFEDI, qui est la promotrice des écoles Azobé et Tiama, à travers le challenge des cracks qui est entré à sa 4e édition cette année. Cyril Yassé est membre du comité technique d'organisation. Il nous entraîne dans les dédales du challenge des cracks. C'est la rubrique Entreprendre de Carrière. Bonjour Carrière, bienvenue. Je suis Yves Cyril Yassé du comité d'organisation de la grande compétition, le grand challenge des cracks. Bienvenue. Allez, je vous fais la visite. Nous sommes ici sur le terrain des écoles EFEDI, qui sont des écoles qui sont basées dans le petit village Oloa et qui ont décidé de mettre sur pied dans cette compétition qui va permettre aux jeunes talentueux de l'école primaire camerounaise de montrer de quoi ils sont capables, notamment en mathématiques, en orthographe et en anglais pour ceux qui sont de la section anglophone. Nous entrons bien sur le site de compétition. Nous avons ici déjà des directeurs des écoles. Ils sont en petit briefing avec la directrice de l'école. On ne va pas les gêner, on va juste les guetter. Et donc, ils sont là, ils ont accompagné leurs candidats, ils sont venus pour la compétition. Et tous n'espèrent qu'une chose, rentrer avec les trophées qui sont mis en jeu aujourd'hui au Grand Challenge des cracks. Nous intégrons le niveau où on a des correcteurs, la salle de correction très concentrée. Ils sont là, ils sont bien concentrés dans ce qu'ils ont comme lourde tâche parce que ce sont eux qui doivent pouvoir déterminer qui a eu les réponses justes et les réponses fausses. Vous voyez, c'est dans un esprit de travail très important qu'ils sont en train de faire. On a ceux qui sont concentrés dans la catégorie orthographe, dans la catégorie English
et dans la catégorie mathématiques. Donc, les épreuves, elles sont corrigées directement sur le lieu et on a les résultats dans les 30 minutes qui suivent la compétition. Ça permet d'agir rapidement et de pouvoir donner les résultats dans les délais. Alors là, nous allons pouvoir rejoindre les 2 dernières salles de composition et c'est plus coriace parce qu'on a 3 épreuves ici. On a la première épreuve, calcul mental, la deuxième épreuve, c'est problème et la troisième épreuve, et pas de moindre, la logique mathématique. Donc, là, ils sont en train de composer en mathématiques. Ils font l'épreuve de problème. Très concentré, c'est la deuxième épreuve. Ici, nous intégrons le premier niveau. C'est le premier niveau où nous avons 4 salles de composition. C'est 2 salles pour orthographe et 2 salles pour English. Donc, nous allons baisser d'un ton parce qu'il ne faut pas gêner la composition. Alors, nous avons ici le secrétariat du centre d'examen. Madame Emilienne et Mr. Cédric sont les responsables ils sont responsables de devoir nous donner les résultats finaux. Ce sont eux qui vont compiler les résultats et nous dire à la fin qui rentre avec quel trophée et a eu quelle moyenne. Le challenge des cracks part d'une idée très simple. Nous avons constaté malheureusement que dans les écoles primaires camerounaises, il y a une discipline qui tend à disparaître, le calcul mental. Le calcul mental a disparu de nos apprentissages, des apprentissages des enfants. Et du coup, les enfants ont de moins en moins de facilité à pouvoir résoudre des opérations simples. Il était donc question pour nous de trouver une initiative qui va ramener un peu les élèves dans le bain, à la fois du calcul mental, aussi de la logique mathématique, mais pour maintenant rallier à ça la question liée à la faiblesse qu'on a remarquée dans l'écriture de nos élèves, il fallait travailler aussi sur la question de l'orthographe. Et donc, nous avons initié cette compétition. Il faut dire qu'au départ, les établissements étaient très craintifs. La première édition qui s'est déroulée en avril 2023 n'a connu la participation que de 3 écoles. Donc, c'était assez craintif au départ. Est-ce que ce n'est pas une compétition qui vise une promotion simple de nos écoles? Est-ce que c'est vraiment une compétition qui sera équilibrée? Mais au fur et à mesure que la compétition avance dans le temps, on découvre qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des écoles. Et cette année, nous avons plus de 22 écoles présentes. La première différence qu'on a dans le challenge des cracks, c'est déjà le contenu des épreuves. Vous allez voir, dans des compétitions, on va toujours évaluer les problèmes. Quand ce sont les mathématiques, on évalue la résolution de problèmes. Quand c'est l'orthographe, on va évaluer la dictée. On oublie la base qui est, par exemple en mathématiques, le calcul mental, la logique mathématique, qui sont des disciplines qui tendent à disparaître, mais qui sont très utiles pour pouvoir travailler le sens du raisonnement, la logique du raisonnement chez les apprenants dès le plus bas âge. La deuxième différence que nous avons avec les autres compétitions, c'est le timing. Le grand challenge des cracks se fait en un jour. Une matinée durant laquelle on va faire la compétition écrite et la cérémonie de récompense. La troisième différence, c'est au niveau du contenu qu'on offre à nos candidats. On a mis sur pied la question du genre pour faciliter la compréhension des maths pour les filles, la compréhension des langues pour les garçons. Les prix sont repartis en garçons et en filles. Donc autant de prix de garçons, autant de prix de filles. Premier mathématiques garçon, premier mathématiques fille, premier orthographe garçon, premier orthographe fille et la même chose pour English. Donc ça fait 18 prix que nous attribuons chaque année, répartis pour 9 garçons et 9 filles. La première difficulté, il faut le dire, c'est déjà de convaincre les établissements scolaires d'y participer. Parce que l'organisation du Grand Challenge des cracks, l'association EFEDI, en partenariat avec les écoles Azobe et Tiama, a voulu que l'organisation soit totalement gratuite pour les écoles. Donc quand on va vers les écoles, la plupart disent non parce qu'ils se disent que non, on les invite forcément pour récupérer leurs élèves. Ils ne comprennent pas que l'initiative a pour but
de renforcer les capacités de leurs apprenants dans les différentes disciplines citées. La deuxième difficulté, elle est bien sûr logistique. Trouver des partenaires qui accompagnent un événement au Cameroun n'est pas chose aisée. On est obligé tout le temps d'aller supplier, rappeler encore pour pouvoir avoir un verre d'eau là-bas, un verre d'eau ici, un verre de jus ici, pour que l'organisation soit huilée. L'ambition du challenge des cracks, c'est de pouvoir toucher au moins 60 à 80% de la population primaire du Cameroun. Ça veut dire de pouvoir nationaliser cette compétition qui a commencé avec 3 écoles et de se retrouver dans 5 ans par exemple à avoir des compétitions régionales qui vont aboutir sur une compétition nationale. Et donc, plus on aura touché d'écoles camerounaises, plus on aura renforcé l'apprentissage des enfants dans les disciplines qui s'oublient, comme le calcul mental, comme l'orthographe grammaticale. Et ça aidera à avoir des meilleurs élèves dans nos établissements secondaires. Notre message à la jeunesse est simple. N'ayons pas peur d'entreprendre. N'ayons pas peur d'initier des événements, d'initier des compétitions, d'initier des petites activités qui peuvent prendre de l'ampleur. C'est la peur qui parfois nous conditionne et nous empêche de pouvoir initier quelque chose et qui va faciliter le développement de notre pays. L'Afrique accélère et les leaders n'ont plus droit à l'approximation. Croissance rapide, volatilité permanente, pression sur les résultats. Aujourd'hui, diriger exige de la clarté, de l'alignement et du courage. 3 jours, 3 décisions stratégiques. Jour 1, 2 juin 2026. Diriger dans un environnement africain incertain. Jour 2, 3 juin 2026. Aligner un codir hautement performant. Jour 3, 4 juin 2026. Transformer sans fragiliser les résultats. Impact Executive Programme by Go Ahead Africa Limited. Conçu et animé par le Dr Roland Kwemen, auteur et expert en transformation des organisations en Afrique. À ce niveau, ce ne sont plus les stratégies qui font la différence. Ce sont les décisions. Du 2 au 4 juin 2026, de 9h à 12h au Radisson Blu, Hôtel L'Abidjan. Renseignements et inscriptions. Multiconsulte gestion. 05 06 34 02 88 27 22 48 80 76. Info @goaheadafrica.com. Je vous le disais en introduction de cette édition de Carrière, la chance peut devenir un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de la construction d'une carrière couronnée de succès. Mais la chance, il faut savoir la provoquer. Et ça se fait avec beaucoup de détermination, de l'abnégation et de la persévérance. Son billet d'avion pour la France, où il a fait la plupart de ses études, que ce soit sur le secondaire ou l'université, eh bien, il l'aura retrouvé dans une poubelle en plein cœur de la ville de Yaoundé. Le professeur François-Xavier Eto'o est le tout premier Camerounais agrégé des universités en microbiologie. Une véritable référence dans son domaine en Afrique, mais c'est surtout une référence sur le plan universitaire et administratif. Lui qui est parti de Mbankomo, son village, pour les sommets de l'intelligentsia nationale, occupant notamment le poste de recteur à l'université de Douala. Son parcours, riche en anecdotes et histoires croustillantes, vous est raconté dans cet entretien portrait inédit réalisé ici même à Yaoundé avec Mathieu Etogo, Arnold Ndal et Alain Gobert Kwam. Au montage. Son nom, une référence unique dans le monde de l'intelligentsia camerounaise.
Premier microbiologiste du pays, premier professeur titulaire dans sa discipline, chercheur hors pair dont les travaux sont salués à travers le monde, il a bâti sa réputation loin des amphis et des labos. Conseiller technique au Premier ministère, recteur de l'Université de Douala pendant 5 années, il est à l'initiative de grandes réformes qui ont contribué au développement de l'enseignement supérieur au Cameroun. Sur les cours de tennis qu'il arpente également depuis des décennies, son nom, Federer, a fait de lui un adversaire difficile à manœuvrer. Intellectuel parmi les meilleurs qu'a fait naître le Cameroun, le fils de Mbankomo a fait du travail, de la persévérance et de la foi son credo, son leitmotiv. Voici le portrait du professeur François-Xavier Etoa, un modèle rare pour la jeunesse camerounaise. C'est même pas un modèle, c'est un référentiel, un creuset de connaissances pour les microbiologistes, là que moi je suis. Le professeur François-Xavier Etoa est une sommité. Un homme exceptionnel, un époux attentionné, un père de famille adorable, complice de ses enfants, un homme formidable. Il est des profils de success story qui sonnent comme une évidence dans l'esprit des portraitistes que nous sommes. Des profils uniques qui illustrent à souhait les valeurs que nous promouvons à travers cette émission Carrière. Le professeur François-Xavier Etoa en fait pleinement partie, de par son background, son parcours et surtout l'impact considérable que son travail a eu dans le processus de construction du système éducatif camerounais. Résumé en 3 mots, puisque vous avez demandé qui est François-Xavier, ce fut un garçon moulé dans la conscience, la persévérance et le travail. C'est en Mbankomo que voit le jour François-Xavier Etoa, fils d'un employé du service postal et d'une ménagère. Et quand on dit Mbankomo, n'allait surtout pas penser à la bourgade traversée par la nationale numéro 3 qui relie Yaoundé à Douala. Non. François-Xavier est de l'arrière-pays, dans la partie rurale de cette périphérie urbanisée de la capitale camerounaise. C'est à Eli-Gefa, quartier populaire de Yaoundé, que le jeune homme, qui vit principalement avec sa maman, grandit. Un quartier populaire proche de Mokolo, de la briqueterie et de toutes les tentations imaginables pour un garçon dans les années 60. Issu d'un milieu des plus modestes, François-Xavier va très tôt faire montre d'un sens de responsabilité élevé pour un enfant de son âge. Il arrivait que ma mère soit dans le besoin de 30 francs. Le litre de pétrole coûtait 30 francs à l'époque. Comment faire pour étudier? Alors je décide donc de venir au Cancique de Messa, dont il y avait des panneaux, des lampadaires publics, et je venais étudier sur le lampadaire public. Mon oncle maternel, un jour en passant, voit des jeunes gens, comme c'était aussi le lieu de petites rencontres galantes. Mais il se dit, voilà les délinquants qui... Mais il se rend compte que nous sommes quelques-uns, parmi lesquels moi, sous le lampadaire, en train de lire, d'étudier, d'écrire. Il passe sans rien dire. Il fait ça une 2e fois, une 3e fois. Sauf que le jour où ma mère le rencontre, elle se plaint. Mon oncle lui demande, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, mais ce type-là, mais il se balade la nuit comme vous ne pouvez pas imaginer. Quand il part, on ne sait jamais à quelle heure il rentre. Vraiment, vous me laissez un garçon seul avec un garçon, vous pensez que je vais m'en sortir? C'est comme ça que j'apprends que mon oncle m'espionnait. C'est quand mon oncle lui dit, non, Salomé, ne t'inquiète pas, il ne fait rien de mauvais. Comment ça? Il disparaît ici à 18h, 19h, je ne sais pas quand est-ce qu'il vient dormir. Moi-même, je suis déjà mort de sommeil, je ne sais même pas quand il rentre. Il dit que non, il ne fait rien de mauvais. Moi-même, 3 fois de suite, je l'ai déjà suivi, pisté. Il va tout simplement étudier. Les études.
Le jeune François Xavier va s'y réfugier assez tôt, poussé par un enseignant de l'école catholique Sacré-Cœur de Mokolo, qui leur inculquait à sa façon particulière les valeurs de la réussite par le travail. Nous avions un maître, je crois que c'était au cours élémentaire, si je ne m'abuse. Il s'appelait Vieux Coq. Et que faisait-il? Tous les vendredis, il y avait un contrôle continu. Et le lundi, il donnait les notes. Sauf que les 10 premiers, il disait le premier, c'est le Premier ministre. Les 9 autres, vous êtes ses ministres. Et les 5 derniers du contrôle étaient des mendiants. Il les faisait asseoir sur le tableau. Et ils devaient donc, pendant que nous, on défile, et le reste des camarades étaient, comme on appelle, le peuple. Ils devaient donc chanter l'hymne du Cameroun. Pendant que les membres du gouvernement et le Premier ministre défilaient dans la salle. Vous voyez, à l'époque déjà. Et ils nous disaient, c'est comme ça que vous serez demain. Ceux qui ne veulent pas étudier là, vous serez à terre, en train de commander. Un conseil précieux que le jeune Eto'a va suivre, au point, comme on le dit dans le langage courant camerounais, finir avec l'école. Chaque homme est en mission pour la quête d'un trésor, un idéal personnel. Pour François Xavier, cette quête est inspirée d'un modèle familial et inscrit dans son nom, dans son patrimoine. Avant d'en arriver à cette quête, petite ellipse dans le temps pour retrouver le jeune François Xavier, fraîchement diplômé du primaire. Une fois son CEPE en poche, ce dernier est invité par sa sœur aînée en France pour poursuivre ses études. Un voyage qui va devenir une obsession pour le préadolescent, qui va braver toutes les péripéties liées à ce déplacement avec une témérité digne d'un conquérant. Chaque étape administrative s'apparente à un chemin de croix que brave le jeune homme qui, entre-temps, s'est inscrit en 6e au collège Montesquieu de Yaoundé. On me traînait à gauche, à droite, et un jour, je crois que c'était la gendarmerie, je ne peux plus me souvenir, je sais seulement qu'il y avait un haut fonctionnaire qui s'occupait de tout ça, qui s'appelait Paul Pondy. C'est dans ses services. Chaque jour, je venais, je disais, je veux mon passeport. Je veux mon passeport. On dit, mais au lieu d'aller à l'école, tu fais quoi ici? Apparemment, le fait de venir chaque jour a intrigué les autorités militaires. Et on me reçoit donc un jour, on me dit, qu'est-ce que tu fais quoi avec le passeport? Tu vas aller où? Évidemment, je dis que je vais aller en France. Qu'est-ce que tu vas faire en France? Je lui dis que je vais être docteur. Il éclate de rire. Il me dit, mais mon fils, là où tu vas seulement entrer en 6e là, avant d'arriver en terminale, nous aurons déjà toutes ces facultés de médecine et tout ce que tu voudras faire ici. Je lui dis, oui, ce sera sûrement ça, mais je vais aller en France. On a dit que je dois partir en France. Pourquoi je ne pars pas? Je suis en culotte, j'ai les sandalettes aux pieds. Les gars regardent et me disent, non, partez. J'ai dit que je ne pars pas. Ça aussi, vous voyez, la persévérance, une sorte de témérité quelque part. J'ai dit que je ne sors pas. À l'immigration, on m'a dit que mon passeport est ici. Pourquoi on ne me donne pas le feu vert pour partir en France? Et quand bien même sort finalement le passeport et que tout semble s'aligner pour le départ du jeune homme, c'est ma sœur qui décide d'envoyer le billet d'avion par le biais d'un de mes oncles qui était pompier. Et on ne sait pas ce qui se passe. Le billet d'avion est perdu. En France, elle a toutes les données. UTA montre que ça a été fait. Cela acheté. On a envoyé. Ici au Cameroun, mon oncle dit que non, rien n'est encore arrivé chez nous. À la boîte postale des sapeurs-pompiers, non, on n'a rien. Ça met encore 1 an. Vous comprenez pourquoi j'amorce encore la classe de 5e ici. Pourquoi le billet d'avion est où? Qui peut encore acheter notre billet d'avion? Il n'y a plus moyen. Mais seulement, comme dirait quelqu'un au village, comme Dieu n'est pas distrait, il vous met à l'épreuve. Je quitte donc le collège Montesquieu. On finissait vers les coups de 13h. Je marche à pied naturellement, il n'y a pas l'argent de taxi. Hein. Et là où il y a
le restaurant en face du Milfi actuellement. C'est là, en deçà qu'il y avait la caserne des sapeurs-pompiers. Donc leur poubelle était en haut, du côté du Milfi. Je ne peux pas vous dire ce qui m'a poussé à aller regarder à la poubelle. Je n'ai jamais compris. Je suis allé, je vois une enveloppe, je vois mon nom au-dessus. Sous couvert, le commandant de pompiers, Njo Boniface. Je prends, je sens qu'il y a quelque chose dedans. J'ouvre, le billet d'avion était dedans. J'entre, je vais voir mon oncle. Je lui dis, mais le billet d'avion, il me dit, tu l'as mené, il était où? Tu sors avec ça d'où? Je dis que moi-même, je ne sais pas. J'ai trouvé ça là-bas dehors. Comme mon oncle n'est pas tombé évanoui ce jour-là, j'ai compris pourquoi, jusqu'à ce qu'il meure, n'est jamais tombé évanoui. Il était dépassé. Il était dépassé. C'est donc décidé. François-Xavier Eto'o ira en France par le prochain vol. 2 jours plus tard, il embarque à la base aérienne de Yaoundé, alors aéroport international de Yaoundé, à destination de Paris. Je vais m'asseoir au fond. Je suis parmi les gens restés au fond. Je suis épuisé. Première escale Douala. Et puis, à un moment donné, bon, j'essaie de suivre comment ça se passe. Quand ils disent, ils appellent mon nom. Ah, je dis, ah non, 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 non. On va venir me coincer ici, pas question. Je fonce aux toilettes, je m'en vais m'enfermer dans les toilettes. Eh, toi, France, eh, toi, France. Je ne bouge pas. On appelle d'autres noms. Je dis qu'on les appelle, moi, ici, là. Je sors seulement quand on veut dire embarquement. Quand finalement on dit embarquement, c'est là que je sors des toilettes. Je dis, comment? Qu'est-ce qu'on va encore venir me bloquer ici? Moi, on m'appelle pourquoi? Mais en fait, on m'appelait, comme on appelait d'autres, pour me remettre le diplôme du tout premier passager de Camer. Puisque, curieusement, je me suis retrouvé parmi ceux qui faisaient le vol inaugural de Camer, Yaoundé-Paris. Quelqu'un qui va toujours à Paris, on vient lui dire à Abidjan qu'il est tombé sur l'escalier roulant. 6 heures plus tard, voici François-Xavier à Paris. Après un ultime combat contre l'escalier roulant de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le jeune homme couvert de bleu retrouve sa grande sœur. Le lendemain, il intègre le collège et sa première journée de classe ne se passe pas forcément comme il espérait. J'arrive, je trouve qu'on a préparé mes camarades de classe à des tests psychologiques là. Donc moi j'arrive, le lendemain ils avaient ce test-là. On m'amène en classe. Ah, on nous a dit qu'il y avait un nouvel élève qui vient d'Afrique. On m'assoit. On me donne aussi le papier. Les questions qu'on posait. Comme il fait moins 5 à Lille et qu'il fait plus 3 degrés à Marseille, est-ce que la neige, machin? Je sais que ça veut dire quoi. Je coche, comme il y avait des cases à cocher, je coche. Oui. Effectivement, quand on va donc dépouiller les résultats du test, on envoie le truc à ma soeur pour lui dire, ce gars, rien. Il ne peut même pas continuer les études générales. Il faut qu'on commence à voir comment lui trouver une formation. Quand je rentre à la maison, je trouve ma soeur en pleurs. Et on m'a menti qu'il faisait l'école, on m'a menti qu'il était intelligent. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Voilà qu'on montre que tu ne peux pas faire les études, tu ne peux pas faire l'école. Tu es bête, tu es bouché, il n'y a rien qui marche. Ces paroles ont pour effet de pousser le jeune homme à se rebeller. Après un furoncle qui l'éloigne des bancs pendant quasiment 1 mois, il revient plus fort et plus déterminé que jamais à faire taire les notes de ses tests psychotechniques. On me convoque. J'arrive. C'était une dame. Monsieur et toi, bonjour. Bonjour, madame. Je vois que vous vous êtes bien adapté. Ah, je ne sais pas, madame. Oui, mais parce que nos tests ont montré que vous n'avez pas de facultés intellectuelles pour pouvoir... Mais et tout à coup, là, nous ne comprenons plus. C'est comme s'il y a eu une sorte d'éclosion de... Qu'est-ce que vous pensez du
du niveau scolaire entre ici et le Cameroun. Je leur dis, je m'ennuie ici. La femme a rougi, dit, ah bon? Je dis, oui madame, je m'ennuie ici. Je crois qu'on devrait même me faire sauter de classe et m'amener directement, même en classe de 3e une fois. Le reste du secondaire est une formalité pour le fils de Mbankomo. Il décroche son baccalauréat d'un trait, porté par la détermination de poursuivre le rêve de son grand-père et homonyme, devenir médecin. Il se trouve que mon grand-père, celui dont je porte le nom, comme le veut la tradition chez nous, il me disait toujours homonyme. Quand tu vas faire médecine demain, il faut faire chirurgie. Je dis pourquoi? Il dit non, dans notre corps là, c'est les chirurgiens qu'on respecte, c'est le cas solide. C'est ça qu'il faudra faire comme spécialité. Alors, quand j'ai le bac, naturellement, je m'inscris à la faculté de médecine, à l'université Pierre et Marie Curie, Xavier Bichat. Mais il se trouve qu'en France à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le numerus clausus. Il y a un nombre de candidats à comprendre. Donc, par exemple, à la faculté de médecine Xavier Bichat, je me souviens encore, il y avait 100 places. Et il n'y a que 15 places pour les étrangers. Ça ne fait rien. À la fin de l'année, donc c'est par classement. Mais je me retrouve 43e. On me dit, oui, mais comme c'est quand même bon, est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a la filière odontostomatologie, donc vous pouvez être dentiste, pardon. Ah, je dis, mais non, mon grand-père m'a pas dit que je devais être dentiste. Il m'a dit que je devais être... Je ne suis pas d'accord. L'année d'après, rebelote, je suis 23e. Je n'ai pas pu être dans les 15 premiers. Mais on voit que... Bon, c'est là que je m'oriente. Histoire de me dire, je disais, ah, grand-père, j'ai essayé. Hein. Ça veut dire que Dieu lui-même m'a dit que ce n'était pas pour moi. Donc, c'est comme ça que je m'oriente. Donc, comme en biologie, en biochimie, je rentre donc en biochimie. Et vous voyez donc que je ne reste pas très loin de la médecine avec l'option en microbiologie, en nutrition, et bon voilà. Microbiologiste, option nutrition. À défaut de la médecine, comme le souhaitait grand-père, François Xavier se met à l'ouvrage. Pour financer ses études, il postule pour une bourse de la FAO à laquelle il est recalé à cause de son refus de prendre la nationalité française. À 27 ans, alors qu'il est inscrit en thèse de doctorat, les choses changent. Il ne peut plus bénéficier de la couverture santé que lui offrait son statut d'étudiant. Pour poursuivre ses travaux en laboratoire, il doit absolument souscrire à une assurance santé. En désespoir de cause, il pose un acte entre audace et courage qui va tout changer. Je me rappelle qu'il y a pas une rumeur, une réputation qui circulait en milieu parisien et qui nous disait le gars qui arrivait à étudier là, vous lui écrivez et il vous répond. Hein? Ah, ok. Face à la situation que je viens de vivre au laboratoire où il est question que je ne puisse plus avancer, désespéré, bon, je prends le papier, ma plume, j'écris à la main et je me souviens de ma dernière phrase. Monsieur le Président, me voici comme un coureur de fond qui vient échouer à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Si rien n'est fait pour moi, est-ce que demain, on pourra me demander de venir servir mon pays quand je me retrouve dans cette situation? Et je n'ai pas d'issue. Voilà ce que j'écris dans la lettre. Et puis le temps a passé. Quelques mois après, je rentre chez moi. Parmi les courriers, il y a une grosse enveloppe kaki. Mon épouse qui réagit dit, mais le gouvernement t'a écrit. Je dis, quel gouvernement? Elle dit, le pays. Il m'a écrit où? Je dis, mais regarde, c'est marqué SO. Il dit, SO, c'est quoi? Ça veut dire service officiel. J'ai dit, et alors? Ça veut dire qu'on t'a écrit. Du revers de la main, elle prend, elle ouvre. J'ouvre le courrier et la surprise, c'est que je me rappelle à peu près les termes. Monsieur,
comme vous avez sollicité une bourse, c'était plutôt le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupait en même temps de l'enseignement supérieur. Bref, c'est que la bourse lui a été accordée. Il dit, ah non, moi, de toute façon, ils ont attendu que j'ai fini mes études pour... Non. Je lui ai dit, mais papa, là où on est là, des indigents. L'un des arguments que j'ai fait peser sur la balance, je lui ai dit, mais attends, toi-même tu as dit que tu ne veux pas travailler ici en France. Et il faut bien qu'on rentre au Cameroun. À partir du moment où tu es boursier, au moment de rentrer, l'État va nous prendre toutes nos affaires en charge, va nous payer déjà nos billets d'avion avec nos enfants et les petits bagages qu'on pourrait avoir avec nous, tout sera pris en charge. 2200 francs français par mois. De quoi terminer sereinement sa thèse et surtout se faire connaître des autorités camerounaises. En janvier 85, François-Xavier Eto'o soutient sa thèse de doctorat et entame les procédures pour rentrer au pays. Je soutiens ma thèse en janvier 85. En juin, je viens au Cameroun. Sauf que, entre-temps, j'ai écrit à l'Institut médical et des plantes médicinales, qui existe encore là aujourd'hui, l'IMPM. J'ai écrit à l'université le directeur général de l'IMPM de l'époque, c'était le professeur Abondo Antoine. Eh bien, je reçois une lettre. Oui, votre spécialité nous intéresse. Donc, quand je quitte la France au mois de juin, je sais que je viens seulement me reposer 1 ou 2 ou 3 semaines et je commence le travail. Sauf que quand je rentre, évidemment, le directeur général de l'IMPM me reçoit, pas de problème, il est content, je suis rentré. Ok, 1 mois, rien. 2 mois, je viens le revoir. Elle me dit non, je ne peux pas te recruter comme ça. Un chercheur, c'est non, c'est le conseil d'administration. Son recrutement à l'IMPM prend du plomb dans l'aile. La faute à un remaniement ministériel qui rabat les cartes. Entre-temps, il est convoqué par le directeur du centre universitaire de Ngaoundéré afin de rejoindre les effectifs de l'ENSIAC, actuelle ENSAI, École nationale supérieure des sciences agro-industrielles. L'argument mis en avant par le directeur qui le reçoit, écrire l'histoire à partir de Ngaoundéré et devenir un pionnier dans la microbiologie au Cameroun, tout en bâtissant une école encore à ses débuts. Le directeur de l'ENSIAC, c'était un Français. Il m'accueille, il me montre les laboratoires, comment le laboratoire de microbiologie, tout est encore empaqueté dans les cartons, les appareils, tout ça, parce qu'il n'y en a pas. Ma spécialité à l'époque, il n'y en avait pas. Même à l'université de Yaoundé, il n'y avait pas de microbiologiste en tant que tel. D'ailleurs, la petite histoire derrière, c'est quoi? C'est que dans mon dossier à l'université, à la faculté des sciences ici, je vais rencontrer le secrétaire général de la faculté des sciences à l'époque. Mais il me dit, mais dis donc, ton histoire là, nous on a les entomologistes ici, on a les gens qui font biologie végétale, tout ça, microbiologie on n'en a pas. Ta microbiologie là, tu vas aller au CUS, ça s'appelait comme ça, hein, Centre universitaire des sciences de la santé. Il faut même qu'on envoie ton dossier là-bas, nous ici là vraiment. Je dis mais c'est pas possible. Et le doyen de la faculté des sciences, le jour il me voit, parce qu'il avait suivi le communiqué, il m'a à la porte, il dit mais félicitations monsieur et toi, mais je pense que vous serez mieux là-bas. Je dis mais monsieur le doyen, mais c'est ici que j'ai posé le dossier. Comment je me retrouve en Ngaoundéré? Il dit, oh, vous savez, vous allez mieux vous épanouir en Ngaoundéré qu'ici. Hein. « 1993. Le Cameroun engage une vaste réforme universitaire. 5 nouvelles universités sont créées pour agrémenter la carte du pays. Alors qu'il est à Ibadan au Nigeria pour y soutenir un PhD en microbiologie, en partenariat avec l'université de Reading en Angleterre, le professeur François-Xavier Eto'o va bénéficier de la haute confiance du chef de l'État qui va le nommer secrétaire général de la toute nouvelle université de Ngaoundéré. Une nomination qu'il apprend dans des conditions rocambolesques. Pendant donc, je suis en mission donc de recherche pour terminer le PhD. Eh bien, en mars 1993, on reste nommé les premiers secrétaires généraux des universités de la réforme. Il y en avait 6. À Boya, il y avait le feu
docteur Ndele. À Yaoundé 2, il y avait le professeur Doko Nicole. À Yaoundé 1, il y avait le professeur Ntchobe. À Tchan, il y avait le professeur Lep. Et puis, il y avait Etoa, en Gaoundéré. Ma vie va changer. Le décret vient de tomber. Mon frère est nommé à un poste très élevé. Et la petite histoire, encore une curiosité, une sorte d'insolite. Quand j'ai fini de soutenir le PhD, la tradition là-bas voudrait que les observations qui ont été faites par les membres du jury, ou s'il y a des cookies, parce que ce n'est pas ma langue première, donc je dois faire ces corrections et déposer l'exemplaire dûment corrigé au service de la scolarité à l'école doctorale. Pendant donc que je fais ces corrections-là, je sursaute, je dis « Ah, au pays, c'est l'heure des informations !» Il est à peu près 17h35 ou 40 comme ça. Parce que j'ai oublié. J'avais une petite radio. Je cherche, je me pianotais et j'arrive à capter le poste national. Alors, vous me croirez si vous voulez, mais c'est ça qui s'est passé. Au moment où je capte le poste national, j'arrive au moment où on prononce mon nom. Et après, j'entends directeur des affaires académiques et de la coopération. Directeur Oumarou Bouba, paix à son âme, il est déjà décédé. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Comme j'étais déjà chef de service de l'enseignement, je m'attendais naturellement à passer directeur des affaires académiques. Maintenant que j'entends que directeur des affaires académiques, c'est quelqu'un d'autre, moi j'ai donc compris comment virer. C'est comme ça que je comprends ça. Aux côtés des recteurs et autres responsables de cette nouvelle institution universitaire, le professeur François-Xavier Etoa apprend tout de l'administration universitaire. Durant son passage, il assure pendant un certain temps l'intérim à la faculté des sciences juridiques et politiques comme doyen. Je suis surpris, agréablement surpris. Je suis le numéro 2 de l'université. La curiosité aussi, c'est qu'à cette époque-là, l'université de Ngaoundéré était la seule qui n'avait pas de vice-recteur. Du coup, après le recteur, c'était moi. Et il s'est trouvé que, vraiment avec tout le respect que je leur dois, paix à leur âme, parce qu'ils sont déjà tous partis, le seul recteur qui était presque permanent, c'était le professeur Ndomgang, qui m'avait même tenu la main et qui m'a appris l'administration universitaire. Tous les autres recteurs qui ont suivi étaient très mobiles. Donc du coup, c'est le SG que j'étais qui portait l'université. Quelques mois après avoir été remplacé au secrétariat général de l'université de Ngaoundéré en 1998, il est nommé directeur de l'enseignement supérieur au ministère éponyme. Un passage durant lequel il initie de nombreuses réformes particulièrement impactantes sur le terrain. Parmi ces dernières, celle de l'école normale supérieure, dont la réputation écornée avait fini par déteindre sur le système éducatif et les concours administratifs au Cameroun. C'est sur sa proposition que le jury, jadis présidé par le directeur de l'ENS, l'est désormais par un enseignant de rang magistral nommé par le ministre. Une réforme appliquée dans tous les autres concours administratifs du Cameroun. On lui doit également la réforme sur les passations de grade des enseignants du supérieur au Cameroun, avec la mise sur pied d'un comité chargé d'évaluer les candidats au passage de grade. Un travail qu'il poursuit au premier ministère, où il est nommé conseiller technique, poste qu'il occupe pendant 10 ans. Parmi les dossiers sensibles sur lesquels il travaille, celui de la création de l'université de Maroua, matérialisation d'une promesse présidentielle. Il se trouve que comme j'ai le 50% du sang et tourne, de 15 minutes là, quand ça bloque là, j'ai dit mais attendez, tout ce que vous me dites là, j'entends. Mais il y a quelque chose qui bloque dans ma tête. Le chef de l'État, donc vous voulez dire que maintenant là, lui dit une chose
Et c'est une autre, vous voulez faire qu'on pense qu'il ment. C'est comment? On dit, mais toi, tu veux, c'est comment? Effectivement. Effectivement. Dans le dossier que j'ai devant moi, et il y avait déjà le haut accord du chef de l'État. Mince! Je fais une petite note, je saisis le secrétaire général. Il dit que non. Comment? Le secrétaire général me renvoie, me dit, mais c'était. Et il y a déjà eu le haut accord du chef de l'État. Exécution, il n'y a plus à discuter. Comme je vous ai dit là, ça bloque dans ma tête là. Je dis, quelque chose ne marche pas. Je reprends le dossier. Je lis bien. Je vois que dernier paragraphe, le SG dit, toutefois, le dossier devant être soumis à la haute sanction du chef de l'État devrait être accompagné d'un procès verbal à la base. D'un procès verbal de concertation à la base. Je m'agrippe donc sur ce paragraphe. Sous-entendu, ça voulait dire, le procès verbal devrait nous dire, les filières que vous ouvrez, puisque c'est l'annexe de l'école normale, les filières que vous ouvrez, et quels sont les enseignants volontaires pour y aller, puisqu'on ne peut pas les affecter de force. Non. Quels sont donc les... Je pense que c'est ce PV à la base là, en haut lieu, c'est bon. Si tout est ficelé, feu vert. L'université de Marois ouvre ses portes avec 2 écoles, mais surtout une orientation académique portée vers les nouveaux métiers. En 2015, le chef de l'État fait un nouveau appel au fils de Mbankomo. Il le propulse à la tête de la plus grande université du pays, l'université de Douala. Quand j'allais à Douala, j'avais une lettre de mission. Elle était orale, mais j'ai compris que c'est une sorte de lettre de mission qu'on me donne. Parce qu'on m'a dit, monsieur le recteur, on vous envoie à Douala pour redresser l'académie. Effectivement, quand j'arrive à Douala, c'était un problème. Le niveau académique, c'est pas ça. Donc, je pars avec un ami de l'université de Douala en haut. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive? J'appelle tous les chefs d'établissement. Je leur dis, je vous donnerai tous les moyens disponibles. Mais je veux les résultats. Je ne veux pas entendre qu'un cours n'a pas été fait. Je ne veux pas entendre qu'il y a moins de problèmes, que les notes ne sont pas... Tout doit être fait. Est-ce que c'est clair? Je vous dis, il y en a qui me connaissent de réputation. Si jamais il y a un moins de flop, je vous rentre dedans. Conclusion, tout était fait. Désormais à la retraite, le professeur François-Xavier Eto'o, qui profite pleinement de son temps de repos, n'a pas raccroché son costume de chercheur. Depuis 2023, il est le secrétaire exécutif de l'Académie des sciences du Cameroun. Sa mission, positionner cette institution comme un pilier incontournable pour le développement de notre pays. Humble de nature et ouvert, le professeur François-Xavier Eto'o est à la fois un exemple de réussite par le travail et un exemple de loyauté dans la vie. Celui qui, depuis quelques années, est homme-lord des Ekani Befeu, incarne des valeurs tant sur le plan traditionnel que moderne qui inspirent de nombreux jeunes. Il y a quelque chose qui m'impressionne en lui depuis le temps. C'est son humilité. Toute cette évolution-là en société ne lui a jamais donné la grosse tête. Le François-Xavier, étudiant que j'ai connu, le François-Xavier, secrétaire général de l'université de Ngaoundéré à l'époque, le Xavier, directeur du développement de l'enseignement supérieur, conseiller technique du Premier ministre et recteur, a toujours été le même. Le professeur Eto'o, dans sa tendre jeunesse, a été servant de messe à l'église catholique Sacré-Cœur de Mokolo, ici à Yaoundé. Et certainement, je crois, que c'est de là qu'il a acquis de très très bonnes habitudes. Il est très poli, il écoute tout le monde. Et chaque fois qu'il peut rendre service, il le fait sans rien attendre en retour.
je crois qu'il est en train d'appliquer là le deuxième commandement des Saintes Écritures, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais seulement, ce qu'il ignore, c'est que ces Saintes Écritures ne disaient pas tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Et c'est là un reproche que je peux lui faire. Père de 5 filles à qui il a transmis ses valeurs, le professeur François-Xavier Eto'o a gardé une flamme particulière dans le regard, surtout lorsqu'il parle de son épouse, celle qui partage sa vie depuis déjà plus de 4 décennies. On se rend compte que le temps s'écoule. C'est ça l'usure. Hein? Moi, je me rends compte que je n'ai pas eu tort d'accepter d'être avec lui. Ça, c'est la vandalise alors. Non, parce que, tu sais, et je le lui ai souvent dit, c'était tellement fort que je doutais, mais il y avait quelque chose en moi qui disait que non, vas-y. Mais j'avais peur. Je me suis dit, mais je suis en train de faire une folie. Quelqu'un qui n'a rien, comment on va vivre? Et on a tenu. Aujourd'hui, le pauvre étudiant. Et on a tenu. Chérie, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie depuis le jour où je t'ai rencontrée. Parce que tu as fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est toi qui m'as permis d'être cette Madame Eto'o respectée, cette Madame Eto'o battante, cette mère dont les enfants sont fiers. Ton humilité m'a rendu humble, m'a appris à être humble. Donc j'essaie d'être comme toi parce que pour moi tu es un modèle. Mon épouse est formidable sous tous aspects. Très belle femme, intelligente, mais alors travailleuse. Mais alors réaliste, bien dans sa tête, sans complexe, mais toujours avec humilité. Auteur de plus de 100 articles dans des revues scientifiques et de 3 ouvrages sur la microbiologie, dont le dernier en collaboration avec sa fille, elle aussi professeure d'université. Federer, comme il aime se faire appeler sur les cours de tennis, est un homme accompli dans tous les sens. Le grand officier de l'Ordre de la Valeur du Cameroun est d'autant plus fier de son travail que ses enfants ont suivi ses pas. Peut-être est-ce là le chapitre 6 pour ce portrait inédit. Je suis fier de mes enfants parce que je pense que j'ai réussi à leur inculquer ce goût de l'effort pour y arriver. Voilà pourquoi, sans fausse modestie, vous savez que ma fille est la première professeure agrégée d'endocrinologie en tant que femme, parce qu'il y a ses aînés qui sont des hommes, mais c'est la première femme professeure agrégée d'endocrinologie et des maladies métaboliques. Vous voyez comment le destin récompense les gens. C'est toujours le même message que les jeunes doivent voir, que si le profit n'était pas directement à toi, ça peut l'être à quelqu'un qui t'est très cher. Et c'est toujours la satisfaction. Avec notre invité en Success Story, le professeur émérite des universités en microbiologie, le premier microbiologiste du Cameroun, si je ne m'abuse, le professeur François-Xavier Eto'o, ancien recteur de l'université de Douala. Professeur, il y a un sport que vous pratiquez tous les jours, on vous a d'ailleurs retrouvé tout à l'heure au cours de tennis. Pour terminer, ça vient d'où cette passion pour le tennis? J'ai été inspiré par un aîné, un père, à la personne du ministre d'État, Sadou Daoudou, qui suscitait de l'admiration qu'à son âge, septagénaire dépassé, et qui jouait encore au tennis, et qui nous tenait la dragée haute. Nous arrivions, moi je parle de moi, j'arrivais à le gagner au forceps, parce que là j'utilisais la force de la jeunesse, la rapidité pour pouvoir le gagner. Sinon, il était tout simplement extraordinaire et il se payait un plaisir incroyable.
à jouer. Il y a toujours des sources d'inspiration, même quand on arrive à un certain moment. Aujourd'hui, vous êtes une véritable source d'inspiration pour la jeunesse, pour certains jeunes dans ce pays. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel est le conseil que vous avez envie de leur transmettre aujourd'hui? 1. Le culte de l'effort. 2. La patience. Et enfin, le résultat va tomber. Parce que toute action n'a pas nécessairement un résultat immédiat. Or, les jeunes tendent de plus en plus à ne pas être patients. Rien de grand ne s'obtient dans la facilité. Rien qu'ils retiennent cela. Rien de beau, de grand ne s'obtient dans la facilité. Vous devez sentir l'effort. Vous devez cultiver cet état d'esprit. C'est la meilleure clé du succès, à mon avis. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir permis de revisiter un peu votre parcours. Je suis sûr qu'il nous faudrait peut-être 3 jours pour tout faire. Merci d'avoir résumé cette trajectoire pour nous. Oui, autant qu'on a pu, hein, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Merci, professeur. Ok, merci également. Merci. Place à présent au coaching de carrière. Après cette magnifique success story pour laquelle nous disons particulièrement merci au professeur François-Xavier Étoile qui nous aura ouvert les portes de son parcours. Ce soir, notre coach en intelligence économique, Rose Simone Manguele, pose une simple question et apporte des réponses qui vont certainement vous aider, vous aussi qui nous regardez à la maison. Comment éviter les pièges du surendettement lorsqu'on est entrepreneur? Coaching. Le crédit n'est pas un problème. Le problème, c'est quand le crédit commence à diriger votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette minute de coaching. Je suis Rose Simone Manguele, consultant et formatrice certifiée en finance et management stratégique, directeur général du cabinet d'expertise financière M2 Finance, Conseil et Stratégie. Le surendettement ne commence pas lorsque vous n'arrivez plus à payer. Il commence lorsque vous commencez à emprunter pour respirer. Prendre de crédit pour survivre, ça, ce n'est pas une stratégie. Alors, ce soir, je vous donne 2 signaux d'alarme et 3 règles d'or pour éviter le piège du surendettement. Signal d'alarme numéro 1. Lorsque vous prenez un crédit pour payer un autre crédit. Ce n'est pas une stratégie, mais c'est une spirale. Si vous êtes obligé de prendre un crédit pour en rembourser un autre, votre problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de marge. Et vous devez plutôt checker votre modèle économique. Signal d'alarme numéro 2, confondre crédit et revenu. Le crédit n'est pas un salaire, le crédit n'est pas un revenu, le crédit n'est non plus un bonus. Chaque franc que vous empruntez doit vous produire de l'argent. Sinon, il y a un problème. 3 règles d'or à présent pour éviter le piège du surendettement. Règle d'or numéro 1. Une dette est égale à une source de remboursement. Lorsque vous voulez prendre un crédit, posez-vous une question toute simple. Avec quoi est-ce que je le rembourse? Pas avec de l'espoir, pas avec du « on verra » et encore moins avec une promesse, mais un flux réel, un flux vérifiable. Règle d'or numéro 2. Tout ce qui brille ne mérite pas le crédit. Tout ce qui est urgent n'est pas stratégique et tout ce qui est beau n'est pas forcément rentable. Un crédit pour produire, oui, mais un crédit pour impressionner, danger. Parce que les banquiers financent les projets, mais ils saisissent les biens si vous êtes incapable de rembourser. Règle d'or numéro 3, savoir dire non. Dire non aujourd'hui, c'est dire oui à votre survie de demain. Un entrepreneur ne prend pas un crédit lorsqu'on le lui propose, mais il prend un crédit lorsqu'il sait exactement quoi en faire.
Mesdames et messieurs, le surendettement est un piège pour les entrepreneurs. Alors, empruntez moins, empruntez mieux et surtout, empruntez quand vous savez exactement quoi en faire. Parce que un crédit bien utilisé accélère votre business, mais un crédit mal utilisé l'enterre tout bonnement. Quant à moi, je vous dis rendez-vous au sommet. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre propre carrière et à vous guider vers le succès. Prenons rendez-vous dans un mois avec le même plaisir pour vous proposer d'autres profils de Camerounais dignes d'intérêt qui doivent servir de modèle à la jeunesse de notre pays. D'ici là, bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite.